féministe. Donc, on a le recording in progress que vous venez d'entendre, désolée. Donc, en fait, quand elle dit fière féministe, j'adore le jeu de mots parce qu'on a sciences, technologies, ingénierie, mathématiques combinées avec le mot féministe. Donc, féministe, j'adore. Quand j'ai vu ce mot-là la première fois, je me suis dit, je veux l'adopter aussi. Donc, Vanessa Charanpa est une fière féministe après avoir démarré sa carrière en optimisation de la performance opérationnelle au sein de fleurons québécois tels que Bombardier et le groupe Créatech Bell, où elle a piloté la mise en place des projets d'envergure avant d'entreprendre un virage vers une carrière en technologie en créant d'abord Elysia, startup misant sur l'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience du voyage et en rejoignant par la suite Office Vibe Gsoft, où elle a contribué au succès commercial du produit en attirant des centaines d'organisations de classe mondiale à titre de directrice vente et partenariat. Elle est aujourd'hui vice-présidente affaires chez Cossette, où elle accompagne les clients dans l'évolution de leur organisation. Fortement engagée dans les causes telles que la place des femmes en STEAM et la place de la relève, Vanessa s'est investie auprès de nombreuses organisations, en ce sens à travers notamment le lancement de programmes entrepreneuriat de la Jeune Chambre de commerce, le lancement des Startup Weekend Women et la coordination du programme Technovation incitant les filles de 11 à 16 ans à poursuivre une carrière en technologie. Et plus récemment, à travers l'organisation Blind Spot, qu'elle a cofondée, et le podcast Angle mort, que je recommande fortement, elle outille les leaders qui cherchent à bâtir des milieux de travail plus inclusifs. Et aussi, elle siège en outre sur le conseil d'administration de Télé-Québec et le conseil d'investissement de Fondation. Bienvenue parmi nous, Vanessa. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Lou, pour cette invitation. Bon après-midi à toutes et tous. J'aimerais nous inviter, en fait, pour démarrer cette activité, à prendre un moment de recul ensemble. Je pense que vous allez être d'accord avec moi qu'on a un moment névralgique en technologie. L'intelligence artificielle n'est plus seulement une notion futuriste, elle est ici et maintenant. Que ce soit dans les outils qu'on utilise pour recruter les meilleurs talents, que ce soit dans l'établissement de profils pour l'attribution de prêts, la recherche d'historique pour établir des diagnostics médicaux, les analyses de référence pour fixer même la durée d'une peine de prison. Les entreprises pionnières du 21e siècle, dont plusieurs représentants sont ici avec nous cet après-midi, utilisent déjà l'intelligence artificielle quotidiennement afin d'innover et transformer l'expérience humaine. Pour bâtir ces systèmes qui redéfiniront pour l'être humain nos façons de travailler, que ce soit de recevoir des soins, des services, interpréter et comprendre le monde. Et dans cette formidable redéfinition du monde, probablement la plus grande depuis l'ère du Taylorisme, la question que nous sommes tous appelés à répondre, c'est comment ce monde sera bâti en ne laissant personne pour compte. Marie-Lou a partagé un peu mes différentes implications. C'est une question qui m'obsède. C'est une question pour laquelle je m'implique quotidiennement et je suis certaine que pour tous celles et ceux qui sont avec nous cet après-midi, qui se sont également impliqués activement sur ce projet, c'est une question qui vous tient à cœur. Donc, je ne vous apprends rien certainement en rappelant que le risque de discrimination lié à des décisions basées sur l'intelligence artificielle, des décisions qui peuvent changer, stigmatiser ou même nuire à une vie humaine est bien réel. À travers le monde, et je vous offre ces quelques chiffres, il y a seulement 22% de professionnels qui bâtissent des systèmes en intelligence artificielle qui sont des femmes. Du côté de la prise en compte de la perspective des minorités, que ce soit minorités visibles ou dans d'autres types justement de diversité, le constat est encore plus drastique avec, exemple, les plus grandes firmes du monde, que ce soit Google, Microsoft ou Facebook, qui comptent de moins de 2 à 4% même de noirs dans leur rang. Donc, on ne parle même pas des agents ou des personnes qui travaillent vraiment à la transformation de ces systèmes. Alors, je le répète, la question que nous sommes tous appelés à répondre, c'est comment nous pourrons amener le monde vers cette nouvelle vague d'innovation en ne laissant personne pour compte. Être la seule voix de la diversité dans la salle, comme je l'ai souvent été, que ce soit comme femme ou comme minorité, ne suffit plus. Il faut des entreprises et des leaders qui, présentement aux commandes de ces outils, reconnaissent que les différences comptent,
que dans l'apprentissage automatique, il ne suffit pas uniquement d'introduire diverses données dans un système d'apprentissage. Au contraire, il faut que ce soit conçu dès le départ, à ne pas ignorer des données simplement parce qu'elles semblent anormales sur la base du plus petit nombre de points de données. Il faut des entreprises et des leaders qui posent des gestes conscients et qui restent constamment à l'affût des angles morts de leurs algorithmes, de leurs produits, et font de l'inclusion une condition sine qua non du succès de leurs produits. Des organisations qui osent penser à un monde où la perspective de la minorité vaut autant que celle de la majorité visible. Des organisations en quête de constante de solutions innovantes pour répondre à ces défis d'inclusion. Des organisations telles que celles que vous verrez cet après-midi. Alors, face à cette question d'importance à laquelle nous sommes tous appelés à répondre, je salue l'initiative d'Ivado et des porteuses du projet, notamment Marilo et Dina, que vous aurez l'occasion de voir, d'avoir créé cet espace et ce programme pour accompagner des entreprises qui sont résolument engagées envers l'inclusion. Il en faut beaucoup plus, c'est certain. Et je salue surtout les organisations qui ont accepté de répondre à l'appel et à l'engagement des équipes et qui, et ça m'a vraiment impressionné, au cours des 6 derniers mois, ont travaillé de façon concrète à trouver des solutions et des défis d'inclusion, des solutions pour répondre à des défis d'inclusion réels au sein de l'organisation. Et je salue le travail des humains qui se sont investis également en ce sens et ont travaillé sur ce projet. Je nous invite alors donc toutes et tous à continuer à rêver et bâtir un monde dans lequel nous avons chacune une place, dans laquelle notre voix compte, nos expériences sont visibles et chacune l'opportunité de donner le meilleur de soi-même et recevoir à part égale ce que le monde a à offrir de meilleur. Sur ce, je vous souhaite un bon événement. Merci. Un grand merci, Vanessa, pour ce mot vraiment inspirant et j'espère que ça va résonner avec chaque participant et participante de l'événement aujourd'hui de faire de l'inclusion une condition sine qua non de leur succès. Vraiment, je pense que ça met bien la table, Vanessa, honnêtement. Puis, c'est la preuve vivante, hein? On peut prendre le temps de mettre l'inclusion au cœur de notre travail et quand même réussir dans sa carrière très bien. Donc, vraiment un très grand merci pour ce mot inspirant. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Et maintenant que tu as bien réchauffé le public avec ton mot d'ouverture, on va passer au déroulement de l'activité d'aujourd'hui. Donc, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a prévu ensemble? Une courte présentation d'Ivado, une présentation de la démarche EDI qui a mené au parcours Action Inclusion Ivado, un petit bilan du parcours Action Inclusion et ensuite le moment que vous attendez tout le monde, la présentation des équipes, des milieux-preneurs, des partenaires et la présentation des pitchs surtout. Après la présentation des pitchs, on va prendre un petit moment pour un mot de la fin et avoir une partie réseautage sur Gatortown. Si vous n'avez jamais utilisé Gatortown, ne commencez pas à stresser. Dina va prendre le temps à la fin de l'événement pour vraiment vous expliquer comment utiliser la plateforme. Ça va être vraiment le moment où l'audience va pouvoir rencontrer les équipes et discuter avec leur avatar, se promener dans la salle pour discuter avec les équipes qui ont travaillé très fort pour les pitchs d'aujourd'hui. Donc, en fait, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Ivado, c'est un acronyme pour l'Institut de valorisation des données. C'est un institut pan-québécois qui est à l'interface du milieu académique et les organisations. Donc, ensemble, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment de transformer les progrès de l'intelligence numérique ou l'intelligence artificielle en applications concrètes et bénéfices pour la société. Donc, on fait ça de différentes manières. On a une grosse équipe de plus de 50 personnes chez Ivado. D'un côté, on a les conseillers et conseillères en partenariat qui s'occupent de développer des projets tant de recherche collaborative ou bien des projets pour faciliter des opportunités de stage dans les organisations. Ou encore, on a une équipe de programmes scientifiques qui va développer des projets de formation, des projets pour développer des bourses aussi. Et on a beaucoup d'activités pour la communauté étudiante. Et si vous restez bien jusqu'à la fin de l'activité, on va vous présenter certaines opportunités aussi pour la communauté étudiante Ivado. Donc, en fait, l'EDI, quand on regarde l'équité, la diversité et l'inclusion chez Ivado, c'est vraiment transversal à tout ça.
Donc, chez Ivado, on sait que c'est vraiment par des petites victoires qu'on va arriver à changer les cultures organisationnelles pour qu'on soit plus inclusif et inclusif dans le secteur de l'intelligence artificielle. Donc, on a développé un cadre de référence en matière de EDI. C'est un cadre de référence qui a 3 axes pour déconstruire les discriminations systémiques. Donc, le premier axe qu'on a, c'est Fix the Numbers. Donc, Fix the Numbers, on veut vraiment s'assurer de venir augmenter la représentation de la diversité en intelligence artificielle. Donc, on le fait par différentes activités, notamment notre support à l'expo Sciences autochtones qui est en cours présentement jusqu'à demain pour initier des jeunes du primaire et du secondaire aux sciences dans différentes communautés autochtones, ou encore notre support au mouvement montréalais Les filles et le code en offrant des commandites à différentes organisations ou encore en offrant du support, soit mentorat, etc. Ça peut être aussi, ça passe aussi par exemple, le Festival Eureka que vous allez voir au mois de juin, qui va avoir des chapiteaux au Parc Jean-Drapeau pour attirer les jeunes, notamment des jeunes d'écoles défavorisées aussi, vers les sciences. Donc, ça passe aussi par des programmes pour les étudiants et étudiantes de l'international. Bien sûr, on a le deuxième axe qui est Fix the Knowledge. Donc, Fix the Knowledge, là, on va s'intéresser à développer des initiatives pour faire en sorte qu'on développe des connaissances EDI en intelligence artificielle. Donc, on le fait par la création notamment de bourses, comme notre financement postdoctoral sur les enjeux de pouvoir, inégalité et discrimination en intelligence artificielle, ou encore notre MOOC sur les biais et discriminations en IA. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, je vais mettre le lien dans le chat tantôt. Et aussi, notre troisième axe, c'est Fix the Institutions. Donc, dans ce troisième axe de travail au niveau de l'équité, la diversité et l'inclusion, on veut aider à créer une IA plus inclusive. Donc, on le fait en développant des outils, en développant aussi des formations, des webinaires, des événements. On a notre feuillet sur les biens conscients et recrutement que je vais mettre dans le chat aussi. Vous allez pouvoir voir, on a une chaîne YouTube aussi avec des webinaires qu'on a partagés que vous pouvez consulter gratuitement. Et bien sûr, on a le parcours Action Inclusion. Donc, le parcours Action Inclusion qui est vraiment une expérience concrète pour faire en sorte qu'on inclut l'intelligence artificielle et les questions d'EDI ensemble dans le développement de solutions. Donc, si on regarde la démarche du parcours Action et Inclusion, ça s'est fait grâce à l'appel de projet du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, il y a eu un appel pour développer un projet qui répondait, grâce à l'innovation sociale, à un enjeu en utilisant l'intelligence artificielle. Et je me suis dit, c'est vraiment une belle opportunité pour allier concrètement le monde des partenariats et le monde des programmes scientifiques pour développer un projet où on allait valoriser différents acteurs et actrices dans notre communauté. Et c'est grâce à ce financement aussi qu'on a eu la possibilité d'avoir Dina, une super collègue qui a travaillé très fort sur le parcours Action Inclusion. Et en parlant d'elle, Dina, je te laisse la parole pour faire le bilan de la présentation du parcours Action Inclusion. Merci beaucoup à tout le monde. Bon événement. Merci Marie-Lou. Bonjour à tous et à tous. Très heureuse d'être avec vous. J'utilise le pronom « elle » et comme Marie-Lou l'a dit, je suis la coordonnatrice du parcours Action Inclusion et je suis très fière de vous présenter les résultats du parcours Action Inclusion et leur rapport à notre société. Donc, le parcours Action Inclusion invitait 5 équipes multidisciplinaires composées chacune de professeurs, de chercheurs, de professionnels en intelligence artificielle, des étudiantes et des membres des équipes des milieux preneurs qui ont eu pour objectif de co-créer des solutions en innovation sociale utilisant l'intelligence artificielle pour résoudre des problématiques d'inclusion identifiées par les milieux preneurs qui ont été cette année le CHUM, la Banque nationale, IBM et Mieline Solutions. Tout cela s'est fait dans un esprit non compétitif puisque nous croyons que ces défis sont nécessaires à résoudre
pour améliorer les conditions de vie des Québécois et Québécoises, par exemple les personnes de la neurodiversité, les personnes vivant avec des défis de cécité, les femmes ou les personnes avec différents niveaux de littératie. En ce sens, le parcours permet de renforcer l'écosystème de l'intelligence artificielle par le biais de collaborations concrètes entre les membres des milieux académiques et les organisations, tout en sensibilisant les parties prenantes à l'importance de l'équité, la diversité et l'inclusion en intelligence artificielle et dans notre écosystème d'intelligence numérique, notamment avec l'apport de Marie-Lou Daudier, qui est la conseillère en équité, diversité et inclusion chez Ivado. Donc, le parcours Action Inclusion s'est déroulé sur 6 mois, soit d'octobre 2021 à mars 2022, sur 3 phases du projet, que je vais vous expliquer tantôt. Au total, nous avons eu 8 professeurs ou chercheurs, 10 étudiantes, 8 professionnels en IA prenant part à cette initiative et aussi nous avons eu le soutien concret des milieux preneurs et de leurs experts pour favoriser le développement de chacune des innovations. C'est par leur collaboration et le partage d'expertise entre les milieux académiques et organisationnels que nous avons pu développer des innovations répondant réellement aux besoins des usagers. D'ailleurs, on vous présentera les projets et les équipes plus tard. Et vous aurez aussi, comme on l'a indiqué dès le début, une possibilité de discuter via Gatorton pour réseauter avec les différentes équipes et les différentes personnes présentes aujourd'hui à notre événement virtuel mais festif. Donc, le parcours de défi de conception a été divisé en différentes phases pour aider le déploiement des innovations. Donc, moi, j'ai envie de vous présenter aujourd'hui les phases du projet qui ont permis de développer les ateliers, les procédures qui ont permis de vous présenter aujourd'hui les pitchs en innovation de chacune des parties prenantes. C'est un espace qui a permis réellement de développer des expertises et de partager des connaissances entre les différentes organisations, mais aussi entre les organisations et le milieu académique. Donc, au niveau des phases. Donc, la phase 1 du projet consistait entre octobre et décembre 2021 à réaliser des ateliers de compréhension des besoins du milieu et des usagers pour mieux définir le défi d'inclusion grâce aux étapes traditionnelles du design thinking et de la recherche et de la documentation. Donc, à cette étape, nous avons eu différents ateliers de design thinking, par exemple des ateliers d'empathie, des ateliers de redéfinition du mandat et des problèmes, et aussi une conférence qui a été offerte par Madame Cathy Malas pour mieux comprendre comment on réalise une planification de co-création inclusive en prenant en considération les besoins réels des usagers et usagères qui vont utiliser les innovations réalisées en intelligence artificielle. D'ailleurs, pour répondre à un défi d'inclusion, donc, nous avons pris en considération ces besoins-là en demandant à chacune des équipes de faire une analyse ou bien de rejoindre des personnes vivant les différents défis d'inclusion dans notre société. À la phase 2 du projet, nous avons réalisé en janvier et février 2022 des ateliers d'expérimentation, soit l'étape de créativité invitant chacune des équipes à développer des idées de solutions et de développement de prototypage. À cette période, nous avons aussi offert une formation Ivado gratuite aux participantes pour acquérir des compétences et des connaissances en intelligence numérique, soit en participant à l'une des 3 formations suivantes. NLP 3, création d'un agent conversationnel avec objectif chatbot en français. Une autre formation qui s'appelle NLP Knowledge Graph, extraire et exploiter le sens du texte non structuré. Ou bien la formation qui est basée sur l'école en sciences de la décision et de la recherche opérationnelle chez Ivado. D'ailleurs, je tiens à remercier Madame Nathalie Sanon, responsable des formations chez Ivado, qui m'a soutenue dans le développement de ce besoin-là auprès des participantes, et aussi à Elisabeth Gosselin pour l'aide. Poursuivre à la phase 3 consistait de préparer l'exposition festive d'aujourd'hui à travers 2 ateliers de pitch de présentation dans un contexte d'innovation qui permettait aux équipes d'acquérir des compétences en vulgarisation d'une innovation. Donc, ces 3 phases ont permis le processus de développement d'une innovation qui nous a permis aujourd'hui de réaliser des projets concrets qui auront réellement une approche centrée sur l'humain, qui est ouverte à la diversité des options et des possibilités, notamment dans une perspective de créativité, d'itération et d'inclusion. Mais le projet ne s'arrête pas ici. En effet, la plupart des défis de conception en innovation sociale s'arrêtent à la phase de présentation de pitch, comme par exemple aujourd'hui, où il y a une compétition qui fait en sorte qu'uniquement un milieu preneur attaché à une thématique puisse bénéficier d'un montant dans le cadre d'un projet.
Nous, dans le cadre du projet Action Inclusion Ivado, on est dans une perspective inclusive où on fait un projet de manière non compétitive qui permettra réellement à chacun des milieux preneurs de concrétiser leurs innovations en implantant les innovations dans leur structure organisationnelle. Ainsi, Ivado soutient réellement l'implantation des innovations auprès des organisations dans une perspective d'inclusion parce que nous croyons qu'à travers des projets comme celui-ci, il y a un réel impact dans notre société. Et vous savez, ce parcours s'est fait aussi avec l'appui de personnes détenant des expertises en innovation, soit par des membres de l'équipe Ivado, dont Marie-Lou Daudier, M. Guillaume Chicoine, Oriane Moré, etc. Et aussi par des organisations externes, dont Bourrasque Innovation, qui nous a fait différents ateliers d'innovation sociale pour soutenir les équipes. On a eu aussi un atelier de pitch auprès de Credo Impact et aussi la Fabrica qui nous a offert un atelier en idéation. Donc, je vous remercie pour votre support et je vous informe aussi que nous sommes très fiers d'avoir collaboré avec eux dans le cadre du projet. Nous avons aussi eu un grand soutien des milieux preneurs, soit le CHUM, la Banque nationale, Mieline et IBM dans le développement de nos activités, dans le soutien aux équipes et dans le processus d'innovation. Grâce à eux, nous sommes arrivés aujourd'hui avec cette exposition festive et je les en remercie. Et maintenant, c'est la partie un peu plus fun où je vous présente les équipes et ça se poursuivra avec la présentation des pitchs. Donc, avant tout, je tenais encore une fois à remercier le travail de nos milieux preneurs qui ont composé aussi le comité de pilotage du projet et aussi appuyé les équipes tout au long du parcours. Je tiens aussi à remercier Marie-Lou Daudier qui a pris part au comité de pilotage et qui m'a soutenue dans le développement de ce projet. Donc, nous sommes heureux d'avoir collaboré avec le CHUM, notamment avec le soutien de Mme Cathy Malas, Madame Camille Blanca et M. Simon Reeves. Nous avons aussi eu l'occasion et la possibilité de collaborer avec la Banque nationale du Canada, avec M. Stéphane Giovannoni, Mme Céline Manoël, M. Manuel Vallée-Léger et M. Patrick Lapierre. Nous avons aussi collaboré dans le cadre de ce projet avec Mieline Solutions, notamment avec François Menet. Et nous avons aussi collaboré dans le cadre de ce projet avec l'équipe IBM qui est composée de M. Jean-François Barsoum, Dimitri Stupak, Tamer Gayed, Muktana Saïd et Shola Agoro. Je vous remercie pour votre aide et votre précieuse collaboration. C'est grâce à vous et votre soutien que nous avons pu développer le parcours Action Inclusion avec le soutien aussi de Marie-Lou Daudier. Donc maintenant, laissez-moi vous présenter brièvement les 5 thématiques des projets et vous présenter l'ensemble des membres des équipes avant d'écouter les pitchs de présentation. Donc, le CHUM, IBM et la Banque nationale et Mieline ont tous pris le temps d'identifier une problématique d'inclusion en lien avec sa réalité et ses objectifs. Pendant le projet Action Inclusion, il y a eu une réelle co-construction dans la réponse aux besoins identifiés et dans la mise en œuvre opérationnelle des défis d'inclusion. Donc, nous avons cette année collaboré avec les différents milieux preneurs et les équipes sur les thématiques suivantes qui sont inscrites dans le PowerPoint et que je vais vous lire. Nous avons eu un projet sur l'accès à l'information pour toutes les patients du CHUM, le développement d'un chatbot inclusif au CHUM pour que les patients se repèrent efficacement, un projet avec la Banque nationale pour que l'IA, donc l'intelligence artificielle, soit au service de l'accessibilité de la nouvelle bâtisse, qui est en train de se construire à Montréal, un projet avec Mieline Solutions à travers leur application Synerpsy pour qu'elle soit accessible pour la neurodiversité et pour tous les niveaux de littératie, et un projet de recherche et développement qui mènera aussi à une solution en intelligence artificielle avec IBM qui est vers la découverte et la compréhension de la manière d'améliorer la représentation des femmes dans les STEAM, dans le milieu de l'ingénierie, des mathématiques, des sciences et de la technologie. Maintenant, je suis très heureuse de vous présenter chacune des équipes du parcours. C'est grâce à eux que ce projet permet réellement de répondre aux défis d'inclusion, pouvant créer un réel impact positif dans notre société. Donc, pour commencer, je voudrais remercier la collaboration de Stéphane Giovannoni, Céline Manoël, directrice principale inclusion et diversité, Manuel Vallée-Léger, qui est le lead d'expérience des environnements de l'espace de la Banque nationale, et M. Patrick Lapierre, qui est conseiller senior design expérience employée chez la Banque nationale. Nous avons eu aussi Shin Koseki, qui est le directeur titulaire de la chaire UNESCO en paysage urbain et professeur adjoint à l'université,
Lucas Page, qui est étudiant à la maîtrise au département d'informatique et de recherche opérationnelle, donc le 0. Poulemeta Tirera, étudiante à la maîtrise aussi au département de génie informatique et génie logiciel à Polytechnique Montréal. Et Sheila Isère, qui est biostaticienne et data manager et professionnelle en intelligence artificielle au centre Jean Perrin. Bravo. Ensuite de ça, je suis fière de vous présenter l'équipe Mieline Solutions avec François Menet, qui est le directeur technique et cofondateur de Mieline Solutions. Sylvain Munger, qui est stagiaire postdoctoral et au Centre de recherche en droit public à l'Université de Montréal, qui est co-chercheur avec l'OBIA, et boursier Ivado. Monsieur Sami Bahi, qui a été médecin en 2006 et qui est assistant de recherche et expert en sciences des données. Tianjan Lucas Gao, qui est étudiant à la maîtrise au département d'informatique de recherche opérationnelle Auxiro. Et M. Pauclair Kenmonier, étudiant au département de mathématiques et statistiques. Donc, bravo à cette équipe. Ensuite de ça, je suis fière de vous présenter l'équipe IBM avec la collaboration de M. Jean-François Barceau, directeur exécutif innovation chez IBM, Tamer Gayet, qui est le professionnel en intelligence artificielle et modernisation programme lead chez IBM, Monsieur Dimitri Stupa, qui est le directeur des ressources humaines, Project Manager Acquisition Program, Luxana Sayed, qui est la leader de diversité et inclusion accélération chez IBM, et Madame Shola Agora, qui est Diversity and Inclusion Partner Canada chez IBM. Mais ça s'est fait aussi avec le soutien et la collaboration de Madame Gita Djassi, qui est conseillère principale en recherche au sein de l'école de bibliothécomie et de sciences de l'information à l'Université de Montréal. Monsieur Tamer Fares aussi, qui a agi en tant que professionnel en IA auprès de l'équipe. Madame Leila Nasser, qui est présidente directrice générale de Makila AI. De Madame Khawla Chebouni, qui est étudiante à la maîtrise en intelligence d'affaires à HEC Montréal. À Monsieur Gabriel Hamsi, qui est candidat au doctorat de département d'informatique et de recherche opérationnelle au Auxiro, et de Madame Krishalou Cespedes, qui est Machine Learning Developer chez Makila AI. Ensuite de ça, une autre grande équipe qui est celle du CHUM, qui a développé le projet Chatbot. Donc, nous avons eu l'appui et la collaboration de Cathy Malas, Camille Blancard et Monsieur Simon Reeves. Nous avons eu le soutien de Jean-Christophe Farel, Elie Abouassi, Jean-Christophe Farel qui est technicien en loisirs auprès du CHUM, Elie Bouassi qui est professeur Ivado et professeur sous octroi adjoint de neurosciences à l'Université de Montréal, Madame Nathalie Nierek qui est leader de pratique chez Desjardins, Madame Mina Arzaghi qui est scientifique des données, Madame Meban Kounvogsa qui est étudiante à la maîtrise au département d'informatique et de recherche opérationnelle chez Ziro, Madame Maya Abou-Rejeili, qui est étudiante à la maîtrise au département d'informatique et de recherche opérationnelle au Ziro. Madame Nova L'Espérance, qui est chef de secteur de l'accueil admission au CHUM. Et Madame Lucie Lachapelle, qui est chef de service de l'accueil et admission. Donc, voici cette équipe. Et la dernière, l'équipe CHUM Accès à l'information. Donc, nous avons eu encore la collaboration de Cathy Malas et Camille Blancard. Nous avons eu un soutien au début du projet avec M. Gilles Caporossi. Et nous avons toujours eu le soutien de M. Simon Reeves, qui est conseiller à l'innovation et qui est aussi co-chercheur au CRCHU. M. Martin Cousineau, qui est professeur adjoint au département de gestion des opérations et de la logistique à HEC. Mme Aurélie Lavet, qui est professeure titulaire au département des sciences de la décision à HEC Montréal. M. Mohamed Jendoubi, qui est président fondateur de l'entreprise Ulumi. M. Jonas Isenegger, qui est cofondateur et scientifique de données chez Gradient. M. Henri Cédric Mputu Bolelanga, qui est étudiant à la maîtrise en informatique, option intelligence artificielle à l'Université de Montréal. M. David Escobar Vargas, qui est doctorant au département d'informatique et de recherche opérationnelle au Ziro. Mme Jocelyne Shaw, qui est proche aidante auprès du CHUM. Et M. Étienne Plamondon-Aimant, qui est agent d'information au Centre de l'itération en santé du CHUM. Donc, nous avons aussi eu l'opportunité de rendre visible l'ensemble des membres de ces équipes-là sur le site web de chez Ivado dans la section EDI du parcours Action Inclusion. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur chacun des membres des équipes, je vous invite à visiter le site web de chez Ivado.
et que je vais mettre tantôt via le clavardage. Donc, je tiens, avant de donner la parole à Marie-Lou, de féliciter l'ensemble des équipes et des milieux preneurs. C'est vraiment grâce à vous que nous pouvons démontrer la preuve que l'engagement collectif entre les milieux organisationnels et les milieux académiques peut créer un impact réel dans notre société pour une innovation en intelligence artificielle plus inclusive. Donc, je vous félicite. C'est votre moment aujourd'hui. On a hâte tantôt de répondre, de vous écouter et d'entendre vos innovations auprès du grand public. Donc, maintenant, il est l'heure de présenter les pitchs, mais avant tout, je veux donner la parole à Marie-Lou pour annoncer certaines personnes qui vont parler et commenter les pitchs. Merci beaucoup, Dina. Merci pour cette belle présentation, de vraiment voir un à un les noms des participants et des participantes. Un grand merci à tout le monde qui a travaillé avec beaucoup de rigueur. Les pitchs vont être très intéressants. Et c'est le moment que vous attendiez toutes et tous, la présentation des pitchs. Pour cette section-là, je vous rappelle quelques consignes avant de vous introduire deux personnes très spéciales pour vous commenter vos pitchs. Donc, je vous rappelle, pour la section pitch, vous avez 5 minutes pour présenter vos pitchs. Pour être sûr que vous rentrez dans les temps, je vais avoir un petit carton à mon écran qui va montrer 2 minutes. Je vais l'écrire dans le chat aussi et quand ça va être 30 secondes aussi. Donc, être sûr que vous rentrez dans les temps. Et suite à vos présentations, on va avoir une intervieweuse et un intervieweur IA qui pourra commenter vos présentations. Donc, je vais les présenter à l'instant. Donc, premièrement, on a avec nous Chloé Frénon, qui est fondatrice de URL. Donc, Chloé, est-ce que tu veux te présenter, dire en fait c'est quoi ton intérêt aussi pour l'IA et pour l'inclusion aussi? Bienvenue parmi nous, Chloé. Merci Marie-Lou, merci pour la présentation et merci pour l'introduction, Dina. Je pense qu'on est tous très excités et on attend les pitchs avec beaucoup d'impatience. Je suis ravie de l'invitation, merci beaucoup. Je pense que c'est l'exemple même de la fameuse phrase « walk the talk », dans le fond de faire ce qu'on dit, on veut de l'inclusion, on veut de la diversité. Voilà un exemple concret, plusieurs exemples concrets, en plus de l'initiative du parcours qui nous prouve tout ça. Donc, toutes mes félicitations, un grand merci pour tout ça. Pourquoi c'est important? Moi, je m'intéresse, j'ai fait toute ma carrière en technologie, puis je m'intéresse à l'équité, la diversité et l'inclusion depuis 2016 pour avoir réalisé un beau jour, en fait, quelles étaient les conséquences que le manque de diversité avait dans l'industrie, dans les gens qui sont dans l'industrie technologique, mais également dans toute notre société, puisque la technologie est transversale et elle est consommée de façon inconsciente par l'entièreté quasiment des personnes. Donc des conséquences qui s'avèrent dramatiques dans plusieurs cas et qui ne devraient pas arriver, qui pourraient ne pas arriver. Donc c'est d'autant plus important qu'on en parle et qu'on prenne conscience de toute cette côté intangible et inconscient qui se faufile dans nos technologies et qui ne devrait pas y être. Voilà pourquoi c'est important pour moi. Merci beaucoup. Un grand merci, Chloé, d'être parmi nous. Maintenant, je vous présente Ekwe Sissi Afanou, un visage que vous connaissez. Il avait aidé les équipes pour un atelier du parcours. Donc, Ekwe, qui est directeur en analyse de données, service conseil chez KPMG. Donc, Ekwe, si tu peux te représenter aux participants et bien sûr aux personnes qui ne te connaissent pas et pourquoi c'est important pour toi l'intelligence artificielle et les questions d'inclusion. Oui, bonjour à tous et à toutes. Très, très content d'être avec vous cet après-midi. Donc, j'utilise le pronom « il » et je suis assis sur une chaise avec un mur blanc derrière moi. J'aimerais tout d'abord remercier Dina, Marie-Lou et l'équipe d'Ivado donc, pour l'invitation. Je suis très, très honoré. Et je tenais d'entrée de jeu à féliciter donc, toutes les équipes pour le travail abattu. J'ai eu la chance, comme le disait Marie-Lou, de participer donc, à un des ateliers. Je suis certain que nous allons adorer donc, ce que vous allez nous présenter cet après-midi. Alors, pour moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un outil très puissant, un outil puissant qui pourrait nous aider au fait à
atténuer les inégalités qui existent dans notre société. Je pense que dans un cadre EDI, on peut faire de belles choses avec cet outil-là. Et pour moi, personnellement, j'ai constaté qu'il y avait un écart par rapport à mon continent d'origine, le continent africain. Et je mène donc des actions dans ce cadre-là pour vulgariser un peu, moi-même aussi m'intéresser donc au sujet et être un pont entre cet écosystème canadien, québécois très foisonnant avec mon continent d'origine, donc qui est l'Afrique. Et donc, dans ce cadre-là, je fais de la mobilisation, je fais des podcasts avec des scientifiques de données. J'envoie quelques-uns sur l'appel d'origine africaine pour qu'on puisse aller aussi sur le continent pour parler. Et c'est Vanessa qui me disait tout à l'heure que personne ne doit être mis à l'écart ou en retrait de cette évolution technologique. Donc, c'est ce qui me passionne et qui fait que je suis très impliqué dans ce milieu. Donc, cet après-midi, c'est la fête. Donc, je vous invite donc tous à fêter, à assister avec joie à cette présentation. Merci beaucoup, encore une fois. Vraiment, c'est nous qui te remercions, Ekwe. Merci beaucoup à vous deux, Chloé et Ekwe, d'être présents et présentes parmi nous. Donc, maintenant, Dina, si tu peux présenter l'ordre de présentation et on va entendre les fameux pitchs. Oui, merci Marilou et merci à Chloé et à Ekwe de prendre part à cette initiative et de soutenir les innovations plus inclusives dans notre société, notamment dans l'écosystème de l'intelligence numérique et artificielle. Donc, sans plus attendre, voici le moment de présentation. Donc, l'équipe BNC va présenter en premier. Ensuite, l'équipe IBM va présenter en second. L'équipe Méline en troisième. L'équipe CHUM Chatbot en quatrième. Et l'équipe CHUM Accès à l'information en cinquième. Donc, je vais désactiver mon partage d'écran. Et ce sera le tour de l'équipe Banque nationale de présenter le premier pitch en 5 minutes. Donc, bonne chance et courage. Et surtout, merci pour tout votre travail. Bonjour, vous voyez bien mon écran? Super. Ok, on va commencer. Vous m'entendez bien? Génial. Sophie a 27 ans. Elle commence aujourd'hui son nouvel emploi. Elle vient d'obtenir un poste de développeuse Python chez la BNC et souhaite maintenant se rendre à son nouveau milieu de travail, le siège social de la rue Saint-Jacques, à Montréal. Sophie est aveugle. Elle connaît déjà les différents moyens qu'elle a à sa disposition pour se déplacer dans Montréal, mais une fois arrivée au bâtiment, elle ne sait pas comment se rendre à l'espace de coworking où elle a un rendez-vous. Sophie alors a un besoin, pouvoir naviguer dans son nouvel environnement de travail. Un employé de l'accueil réalise que Sophie est aveugle et vient lui parler d'une nouvelle application mobile que la banque a créée pour le siège social à la suite de discussions avec des personnes aveugles. Il s'agit d'un système qui perd les employés aveugles avec des employés bénévoles qui les accompagnent dans leur navigation de ce nouvel espace. Les bénévoles sont chargés de trouver les personnes aveugles et de les guider jusqu'à leur destination. Voici la présentation du prototype. Une personne aveugle utilise son téléphone intelligent et ouvre l'application grâce à une commande vocale. On considère que l'application a déjà été installée. Par défaut, le mode pour les personnes aveugles est activé. Les instructions vocales prononcent les paroles suivantes. Bienvenue dans l'application, comment vous appelez-vous? Êtes-vous un employé de la Banque nationale? La réponse de l'utilisateur est recueillie. Après traitement de l'enregistrement vocal, s'il s'agit d'un employé, il y a création automatique du compte avec l'information du nom et du prénom fourni. Si ce n'est pas un employé, on passe à l'étape suivante. Bonjour, comment puis-je vous aider? Dites 1 pour avoir une aide immédiate, dites 2 pour prendre un rendez-vous. C'est aussi à cette étape que l'utilisateur explique où il souhaite se rendre. La réponse de l'utilisateur est recueillie à ce moment. À ce moment, on confirme que les informations ont bien été enregistrées et que la demande est en cours de traitement. On effectue la recherche d'un bénévole au vu des informations extraites. Cela prend en compte la liste des employés disponibles sur le site et également la liste des préférences de l'utilisateur si ce n'est pas la première fois que l'utilisateur utilise l'application. Benoît, le bénévole, à cet instant, il reçoit une notification de l'application NetBot
qui lui indique que Sophie a besoin de son assistance à son accompagnement. Il entre de ce fait dans l'application et s'identifie en tant que bénévole. Une fois dans NetBot, il reçoit toutes les informations de Sophie ainsi qu'une retranscription du message qui lui indique qu'elle a envoyé un message pour la demande de se déplacer de l'entrée principale au 3e étage. Il pourra de ce fait accepter ou refuser selon ses disponibilités à l'instant. Une fois la demande acceptée, il aura donc de choix par la suite pour contacter Sophie, soit l'appeler directement ou lui envoyer un message pour la rejoindre au point de rendez-vous. On annonce qu'un bénévole a été identifié, on fournit le nom et le prénom du bénévole et on indique si ce bénévole fait partie ou non de sa liste de bénévoles favoris. On informe la personne aveugle que le bénévole souhaite l'appeler et la personne aveugle doit confirmer qu'elle désire bien recevoir l'appel et qu'elle souhaite être accompagnée par ce bénévole. L'appel est en cours. Pour s'assurer que le contact a bien eu lieu, l'application NetBot va demander une confirmation de la part du bénévole, Benoît, pour savoir s'il a pu convenir d'un point avec Sophie. Le cas échéant, il lui sera donc proposé de passer un appel vidéo pour localiser Sophie dans le bâtiment de la BNC. L'appel est un succès. On explique à l'utilisateur que le bénévole est en route. Le guidage en personne est en cours. Et pour finir, pour améliorer les recommandations, on souhaite que l'utilisateur fasse une petite évaluation de son expérience avec le bénévole. Cette évaluation sera effectuée quelques heures après l'accompagnement. Pour cela, l'utilisateur peut fournir une note sur 5. Celle-ci sera par la suite enregistrée dans notre base de données. L'utilisateur peut aussi décider d'ajouter le bénévole dans sa liste de bénévoles favoris. Sophie peut de ce fait arriver à temps à son rendez-vous grâce à l'aide du bénévole Benoît et sait qu'elle peut réutiliser l'application si elle en a le besoin. Cette application apporte une solution humaine à un problème de navigation des employés dans le nouveau siège social. Elle favorise également l'intégration dans le milieu de travail en favorisant les rencontres entre employés et également la solidarité entre employés. De ce fait, ce prototype répond à notre challenge d'innovation sociale, tout en gardant également des horizons d'amélioration, en ouvrant potentiellement cette application aux clients de la banque et pas seulement aux employés. Pour finir, nous souhaitons remercier toute l'équipe de recherche ainsi que les personnes aveugles que nous avons rencontrées et qui nous ont permis de développer ce prototype. Et également, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci. Bravo, bravo Fouemata, Lucas, Sheila pour cette présentation et bravo à l'ensemble des équipes de la Banque nationale pour tout ce travail. Je vous félicite. Vraiment, on voit plein d'applaudissements virtuels. On sait que ce n'est pas comme en vrai, mais je sais que tout le monde vous applaudit. Donc, comme François, oui, bravo aussi à tous et à toutes. Donc, maintenant, à chaque présentation, il y aura Chloé et Ekwe qui vont commenter, vous poser une question en 3 minutes maximum et vous aurez, l'équipe au besoin, 1 minute de réponse par rapport à ce que Ekwe et Chloé ont indiqué. Donc, Ekwe, Chloé, à vous la parole. Je vais commencer, tu commenceras au prochain. Bravo, c'est vraiment le fun. Ça m'a fait penser à une application qui existe où je cherchais le nom, mais où des personnes non-voyantes peuvent, il y a un réseau qui existe, peuvent appeler n'importe qui dans le monde, puis la personne qui est disponible décroche, puis les aide avec j'ai besoin de dire qu'est-ce qui a marqué sur ce panier de pâtes à l'épicerie, par exemple. Donc, complètement ancré dans un besoin, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi qu'il y ait la possibilité d'avoir l'appel et la vidéo, que vous ayez pensé aux deux. Bravo pour ça. J'ai une question. Alors, comment est-ce que vous pensez, puisque l'application doit être déjà downloadée, comment est-ce qu'on va pouvoir peut-être pousser ce download auprès des personnes pour que le jour où elles arrivent pour la première fois, elle est déjà sur leur téléphone? Est-ce que vous voulez qu'on réponde maintenant ou qu'on attende le deuxième jury? On peut attendre que Ekwe donne son commentaire et vous répondez aux 2 questions ou commentaires. Ou si peut-être que Ekwe n'a pas de questions, donc vous allez répondre à Chloé. Donc, à toi, Ekwe. Oui, je vais, de peur de me répéter, je vous félicite encore une fois, vraiment super innovation. Et puis, étant un ancien employé de la Banque nationale, j'ai vraiment été
très agréablement surpris de voir que la banque a initié un projet comme ça avec Ivado. Donc, je dirais que j'aurais une petite question par rapport aux bénévoles. Est-ce que dans le processus, c'est lorsque la personne arrive directement au building que la demande, elle est faite ou bien il y a une possibilité de faire comme un genre de réserver un bénévole, par exemple, pour le fait que demain j'ai au boulot. En fait, la vraie question, c'est comment on s'assure qu'il y a forcément un bénévole de disponible aussi sur place pour pouvoir aider la personne aveugle à se déplacer à l'intérieur ou le client, etc. Donc, ce sera ma petite question. Encore une fois, very good job. Euh, je peux répondre pour la deuxième question déjà. Pour ce qui est de s'assurer qu'il y a toujours des bénévoles présents, dans l'état actuel de notre design, je pense que c'est possible en effet qu'on arrive dans une situation où aucun bénévole n'est présent. Cependant, au sein de notre prototype, on a intégré également une feature en fait, de réservation en fait, d'accompagnement. Du coup, on peut s'assurer qu'il y ait une place de cette façon. Et autrement, en fait, l'idée, c'est étant donné que ce sont des employés qui sont les clients, enfin les usagers de cette application, ce n'est pas nécessairement à l'accueil, en fait, ça peut être aussi depuis un espace de coworking, depuis la cafétéria. C'est considéré comme étant un accompagnement dans tout le bâtiment. En fait. Et pour l'autre question, je peux laisser la parole à un de mes collègues, je pense. Oui, donc pour la première question, vu que, comme Lucas l'a précisé, notre utilisateur cible, c'est vraiment des employés de la Banque nationale. Donc, l'idéal, ce serait de pouvoir en fait leur présenter l'application. Il y a également en fait toute la liste des employés qui peuvent tout simplement s'auto-identifier comme bénévoles. Donc, en fait, il y aura déjà cette application qui sera installée et probablement, on va dire, mise en fait dans le cadre de la Banque nationale ou au cours du processus de recrutement au niveau des employés. Donc, c'est une proposition qui dépend de comment on pourrait attribuer et faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à cet outil. Parfait. Donc, félicitations à l'équipe de la Banque nationale. Bravo pour la présentation et bravo pour le retour de questions par rapport à ce que Ekwe et Chloé ont posé. Donc, bravo. Puis, je sais que ça va créer un impact réel auprès de la Banque nationale, bien sûr. Donc, félicitations à vous. Pour les personnes qui souhaitent poser plus de questions du public à Foulemata, Lucas, Sheila, à la fin de la présentation, nous aurons une possibilité de faire du réseautage tantôt via notre application Gator Town. Donc, bravo encore une fois. On va poursuivre cette fois-ci avec l'équipe IBM. Donc, l'équipe IBM est invitée à présenter leur pitch de présentation. Donc, déjà, tout d'abord, bravo et j'ai très hâte d'écouter votre pitch en innovation en 5 minutes. Donc, c'est à vous dès que vous voulez. Merci Dina. Bienvenue à tous et à toutes. Nous allons maintenant vous présenter l'initiative d'IBM. Durant notre parcours, on a étudié comment on peut améliorer la représentation des femmes dans le STEM en utilisant des analyses descriptives et prédictives de l'intelligence artificielle afin de trouver les biais dans les données et comment ces biais évoluent dans le temps. Quelques recommandations sociales ont été aussi proposées afin de résoudre ce problème et éliminer ces biais involontaires. Bonne réflexion. If we go to the problem definition, the current problem for IBM is that even though 30% of IBM's technical employees are women, only 17% of them are inventors. To IBM, patenting practices are an important part of their identity and their scientific contribution to the economy. However, measuring economic impact is not possible without considering social development. So our question was how to develop a solution that understands the gender gap to achieve diversity goals while retaining a diverse talent pool. And our answer?
Our answer was to design a solution tailored to IBM's HR department to promote women inventors in the company. I have some connection problem. Can you see my screen? Yeah. Yes. Can you go to the next slide? We are in persona right now. Okay, we should move on with like the proposed solution, Gabriel. Yes. So based on that, we propose a solution that uses AI to understand the sociological problem. And we propose a three-step solution where first we map the gender gap and we understand what biases exist in our data. The second step is when we identify the influencing factors that contribute to these potential biases. And finally, based on our analysis, we'll make social recommendations that aim to mitigate these biases in the company. So inside mapping the gender gap, we conducted descriptive analysis and we saw that the share of women that participate in the patenting process at IBM has been growing over time, which is good. However, once we do some predictive analysis to understand when we will reach gender equality in patenting, we see that it will take about 100 years, which is not satisfactory for our goals. Based on those results, we start learning what are the influencing factors for these biases. And we see through descriptive analysis that first, women are underrepresented. They are in a male-dominated field. And even when they are majority in patenting, we see that if it's a man that is the examiner of the patent, we can expect a higher processing time for patents where only women are applying. And second, through predictive analysis, we see that the gender of the attorney that reviews the patent is a key factor on the success of the patent. If the gender of the attorney is a woman and the applicants of the patents are also women, there's a 10% higher chance of success for these applicants in comparison with the case where the attorney is a man. Je vais maintenant vous présenter les recommandations auxquelles on est arrivé grâce à nos analyses. Tout d'abord, comme Gabriel l'a présenté, on a remarqué que bien que la proportion de femmes impliquées dans la recherche augmente, la composition des groupes de recherche reste à prédominance masculine. Pour pallier à ça, on propose donc à IBM d'instaurer un club de brevetage pour les femmes. Ce club aura donc comme objectif de promouvoir le travail des chercheuses et inciter la collaboration entre elles, puisque les recherches ont montré que la taille des réseaux des femmes et leur composition avaient un impact sur l'écart entre les sexes. Le deuxième point qu'on propose, c'est un programme de mentorat pour les jeunes filles au secondaire, étant donné qu'on avait vu qu'il y avait un lien entre la quantité de femmes avocates et la proportion de chercheuses, et qu'il y a également un écart entre les sexes dans le droit de la propriété intellectuelle. Et on a vu que la meilleure façon de pallier à ça était d'encourager plus de jeunes filles à intégrer les domaines STEAM. Donc, on pense qu'un programme de mentorat pourrait aider à ça. Et ensuite, la troisième mesure qu'on propose, c'est qu'IBM organise régulièrement des ateliers EDI pour tous ses employés, étant donné que ce genre d'atelier permettrait de sensibiliser les employés aux biais auxquels sont confrontées les femmes scientifiques. On pense que les mesures que nous avons présentées peuvent avoir plusieurs impacts, notamment attirer et retenir une main-d'œuvre plus diversifiée, augmenter l'innovation, la productivité et la performance, parce que les recherches ont montré qu'il y avait un lien entre les milieux de travail diversifiés et ces éléments, et permettre à IBM de respecter la loi sur l'équité salariale. Et enfin, notre modèle prédictif nous a montré que si on arrivait à implémenter toutes ces solutions, on permettrait de réduire d'une décennie le temps qu'il faut pour éliminer les biais et atteindre l'égalité entre les sexes.
Ceci conclut notre présentation. Merci pour votre attention. Bravo à l'équipe IBM pour ce travail. On s'excuse des enjeux techniques. Ce n'est pas malheureusement de notre ressort, mais on veut que tous et toutes vous soyez conscients de ces réalités dans un événement d'exposition. Mais franchement, bravo à l'équipe IBM. On a entendu tout ce que vous voulez proposer comme message et on a su voir à 100% de manière concrète votre présentation. Donc, félicitations à l'ensemble de l'équipe IBM. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Ekwe et à Chloé pour commenter ou poser des questions à l'équipe IBM. Donc, félicitations et à vous la parole. Oui, ben écoute, toujours impressionné. Hein. Félicitations à toute l'équipe là de IBM. Beau projet. Les enjeux du direct, ça arrive. Hein. Quand on est en direct, souvent en fait, quand on est préparé, on est très bien préparé pour une présentation, etc. Et souvent, quand on arrive à la présentation, ça arrive souvent, ça que ça bug, etc. Donc, super présentation, super slide. Donc, moi, je vous dirais félicitations. Vous avez fait très, très, très bon job. Et si des gens ont des commentaires ou des questions par rapport à votre projet, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez en savoir plus. Moi, j'aimerais avoir une petite question. J'ai une petite question par rapport à votre projet. C'est de savoir, là, vous avez fait un focus sur le groupe de recherche. Est-ce qu'au niveau de IBM, au niveau des statistiques descriptives des employés, au niveau de IBM, comment ça se comporte, la distribution entre hommes et femmes? Est-ce que vous avez regardé un peu le portrait global et avant de faire un focus donc, sur ce groupe de recherche en interne? Ce sera ma petite question et encore une fois, good job. J'enchaîne avec la mienne alors. Oui, super le fun. Vous inquiétez pas, le contenu puis l'essence de votre message est passé. On a tout compris. Je veux que vous soyez rassurés de ce côté-là. J'aime particulièrement qu'on soit allé à l'essence, au cœur du problème, qui est sous-représentation des femmes dans le domaine, parce que cette sous-représentation-là apporte plein de conséquences négatives par la suite. J'aime qu'on essaye de remonter aussi loin que possible, puis de se demander okay, comment je peux fixer ça pour que les conséquences n'existent pas finalement ou soient atténuées. Et qu'on fasse la différence entre des femmes qui travaillent dans le domaine technologique puis des femmes qui travaillent avec la technologie dans la technologie, puisque les équipes de travail, de conception, de design de produits ont beaucoup d'influence sur le produit et le service qu'on sort en bout de ligne. Fait que votre point de départ puis la compréhension de la thématique, la problématique est super. Bravo pour ça. Ma question serait sur les différentes... Donc, vous avez cité 3 mesures différentes des policies à mettre en place qui, des fois, sont un peu intangibles, comme surtout quand on parle, par exemple, de formation, des choses comme ça. Est-ce que vous avez anticipé une façon d'aller mesurer l'impact de ces initiatives-là pour savoir peut-être laquelle va ressortir le plus et sur laquelle on pourrait se concentrer par la suite des choses. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos commentaires et vos appréciations positives sur nos travail. Pour la première question, on a travaillé sur des données. Oui, Ali, le contenu c'est relié de IBM, mais c'était des données publiques. On a pu analyser, on a pris ces données à travers le professeur Gita qui travaille avec nous dans ce projet. Concernant la deuxième question, c'était un peu quantifié ou c'était mesuré à travers d'études de littérature. Par exemple, on a investigué des rapports des autres institutions et des autres organismes, comment ils ont fait leur analyse et c'était quoi les résultats de ces analyses sur laquelle on a commencé à appuyer, à mapper les résolutions, les recommandations sur notre problématique qu'on a découvert à travers nos analyses descriptives et prédictives. Mais c'était relié totalement sur des évidences de littérature, des rapports par exemple de McKinsey, de PwC, ainsi de suite. Ils ont pu identifier beaucoup de données à travers plusieurs années, à peu près au moins 5 ans. Ils ont pu partager des conclusions
à travers lesquels on peut les utiliser dans notre parcours pour recommander ce type de recommandations sociales dans ce type de problème. Juste pour compléter ce qu'a dit ta mère par rapport au premier point, en fait, IBM, environ la composition, c'est 30% de femmes contre 70% d'hommes. Sauf que ce qu'on a remarqué, c'est que le gender gap est encore plus important dans la recherche, où il y a seulement 17% de femmes contre seulement 17% de femmes. Donc, on s'est dit que peut-être que la première étape, ça serait au moins d'avoir la même proportion de femmes dans la recherche que dans le reste de l'entreprise, soit 30%. Super. Donc, félicitations à l'équipe IBM pour ce travail remarquable, pour cette collaboration excellente et aussi pour tout ce que vous avez offert aujourd'hui auprès du grand public. Bravo à tous les membres de l'équipe. Je suis très heureuse d'avoir collaboré avec vous. Merci Ekwe et Chloé pour vos commentaires. Donc, nous allons maintenant poursuivre. Maintenant, on va poursuivre avec l'équipe Myéline. Donc, j'invite l'équipe Myéline à partager l'écran et à présenter votre innovation. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Super. OK. Alors, pour les personnes aveugles, comme ça avait été mentionné avant, je suis un grand brun mal rasé avec un chandail bleu. Et puis, j'ai des décorations derrière moi. Donc, nous, on est l'équipe de Myéline Solutions. Et nous, ce qu'on fait dans la vie, c'est qu'on fait des outils qui permettent à des intervenants de communiquer des informations avec des proches aidants, souvent, par exemple, comme la mère d'un enfant autiste, pour qu'ils puissent avoir accès à des outils régulièrement et puis vraiment pouvoir mieux aider leurs proches. Donc, ça se présente comme ça, par exemple, dans Synapsis. Je vous ai juste pris l'exemple d'un partage de contenu. Et puis, ça marche plutôt bien, mais un jour, dans un focus group, on a eu ce problème-là, c'est que, voilà, mon intervenant, il me partage un truc, je ne comprends pas, je capote, et j'ai l'impression d'être un mauvais parent. Et derrière ça, on a découvert un problème de diversité et d'inclusion qu'on n'avait pas vu avant, parce que les gens qui ont souvent ce problème-là se cachent, c'est le problème de littératie. Et je vais laisser Sylvain expliquer ce que c'est. Bien, pour fournir une définition rapide de la littératie, on peut la définir par la capacité de comprendre, d'évaluer et de pouvoir utiliser des textes écrits pour bien participer à la société. Pour faire un portrait ensemble rapide, il existe 5 niveaux de littératie, le 3e étant considéré comme le niveau moyen de passage, si on veut. C'est-à-dire qu'on va parler dans ce cas-là que ce sont des personnes qui sont en mesure de comprendre des textes longs. Et sous le niveau 3, on va parler dans ce cas-là d'analphabétisme fonctionnel. Et ça, c'est un problème qui touche environ statistiquement une personne sur 2 au Québec. Et c'est surtout concentré chez les personnes âgées entre 45 et 65 ans. On retrouve aussi une plus forte proportion d'hommes que de femmes. Il y a plus d'allophones et d'immigrants aussi. Et il y a également une forte corrélation entre le niveau de littératie et le niveau de scolarité. On le voit bien d'ailleurs sur l'image que vous avez ici. Par exemple, on retrouve 86% des gens qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires qui se retrouvent sous le niveau 3. Et on a appris, grâce à différentes consultations qu'on a menées avec plusieurs professionnels, que l'information en santé mentale, ça représente un défi supplémentaire pour des personnes qui ont un problème de littératie, tout simplement parce que l'information, elle est de nature un peu plus complexe, elle est souvent conceptuelle, on retrouve beaucoup de termes médicaux, donc c'est assez jargonneux. Et ce n'est pas tout le monde, comme on le voit ici, là, qui a une scolarité postsecondaire qui est en mesure de comprendre parfaitement et de même pouvoir séparer le vrai du faux par rapport à l'information qui lui est fournie. Alors, notre solution en intelligence artificielle vise à faciliter, en fait, une prise en charge, une autogestion efficace de la santé du patient en acheminant l'information pertinente à son état, personnalisée et faite sur mesure pour lui. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, au niveau du prototypage, même si Sylvain en a parlé un peu, il y avait eu différentes voies qui avaient été levées. La première, par exemple, ça avait été une idée de reprendre des outils qui sont déjà présents pour les personnes aveugles, qui sont les lecteurs d'écran ou text-to-speech. Est-ce que ce serait possible d'entendre ce contenu plutôt que de le lire? Donc, ces matériels-là font déjà partie de l'accessibilité. L'avantage, c'est qu'ils sont déjà présents et qu'il était possible de les implémenter rapidement. Ils ont été sélectionnés pour une implémentation ultérieure, puisque déjà, notre application est déjà compatible avec les lecteurs d'écran existants. Et c'est quand même assez dépendant du matériel utilisé.
Et le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on entend un contenu que le contenu devient magiquement plus simple. Si les mots sont complexes, qu'ils soient entendus ou lus, ça règle juste le problème de pouvoir lire. Donc, on a pensé ensuite à une jauge de complexité. C'est ce qu'on peut prévenir l'utilisateur et le producteur du contenu de la complexité du contenu afin qu'ils puissent ajuster le niveau de langue ou les termes pour renforcer la relation de confiance entre l'intervenant et la personne qui essaye d'aider. Donc, pour regarder le prototype, je vais essayer de le décrire brièvement pour les personnes aveugles aussi. On voit notre produit avec les informations qui sont mises dessus, mais aussi un feu de circulation rouge, orange ou vert, avec à côté la mention de quel est le niveau de scolarité nécessaire estimé pour le comprendre, puisqu'on a vu que c'était un facteur déterminant. C'est pour ça qu'il est mentionné ici, ce qui permet à l'intervenant et à la personne qui lit le contenu de comprendre dans quoi il s'engage pour la personne qui est aidée ou pour l'intervenant et ce qu'il doit reformuler afin de pouvoir vraiment être entendu et compris par la personne qu'il cherche à rejoindre. Au niveau des suites à donner au projet, vous allez voir dans un prochain pitch que c'est très proche d'un autre projet, et je ne veux pas faire de spoiler, donc je ne vais pas aller plus loin, mais on veut faire une collaboration avec le CHUM pour la suite de projet, parce que c'est aussi ça l'équité, diversité, inclusion, c'est de ne pas réinventer la roue et c'est de collaborer ensemble, au-delà de la volonté de chacun faire quelque chose qu'on aime bien, et notamment par le biais de notations standardisées. Et au niveau de l'amélioration du système, on essaye de continuer la co-construction avec l'utilisateur, mais ce n'est pas facile de trouver ces utilisateurs, comme je disais, parce que cette diversité, c'est une diversité qui est souvent cachée, malheureusement. Il y a beaucoup de stigmas autour de ça, et une amélioration du modèle d'évaluation avec des algorithmes plus complexes. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bravo, bravo, c'était vraiment super. Félicitations à l'équipe Myline, très belle présentation, très claire aussi. Donc, je passe la parole maintenant à Chloé et Écoué pour commenter. Bravo encore. Merci. Le pitch était complètement accessible, donc la coche est remplie. Là, ce que vous prêchez, vous le vivez, fait que bravo. Mon Dieu, on est tellement au cœur de l'inclusion. Dans notre société d'ultra-performance, tout le temps, on est tellement hésitant à dire qu'on ne comprend pas. Bravo à cette personne, ça prend bien du courage de le nommer. 53% de la population, mon Dieu, parle-moi d'une solution qui touche la masse. On est complètement là dans un grand besoin, donc absolument bravo pour ça. On le voit aussi, la littératie, comment c'est important dans les affichages d'emploi, par exemple, comment lorsque on utilise des acronymes et des mots, des concepts très complexes, comment on se coupe de toute une partie de la population. Donc, bravo pour l'initiative. Est-ce que, et puis, voilà ma question. Est-ce que, dans le fond, on pourrait peut-être essayer de reformuler le texte pour qu'il soit plus accessible? Parce que est-ce que je me trompe en pensant que, par exemple, afficher la difficulté du texte sous forme de couleur, ce serait remettre la charge sur l'utilisateur de s'adapter au texte, alors que peut-être le texte pourrait s'adapter à l'utilisateur? Si ma question fait du sens. Là, voilà. Merci. Merci beaucoup pour le retour. Et je vais continuer les commentaires. Très belle présentation. J'ai assisté donc aux séances de brainstorming et je suis très, très content de voir que ça aboutit vraiment à une solution très inclusive. Moi-même, j'ai ce problème-là des fois quand je traite avec des médecins ou je traite avec des gens dans le domaine de la santé où on utilise des termes qui ne sont pas forcément familiers. Donc, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je suis très content que vous entamiez la collaboration avec le CHUM. Je n'ai pas de questions en particulier, mais juste vous féliciter de voir cette ouverture-là de notre équipe et aussi de votre équipe de pouvoir collaborer. Je sais ce qui s'en vient pour le prochain speech. Je ne vais pas spoiler aussi, mais encore une fois, félicitations. Excusez. Alors, pour répondre à la question, désolé, le chat essaye de renverser mon écran. Donc, pour la question, est-ce qu'on peut reformuler le texte? C'est de la génération de texte et c'est un niveau un peu plus compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme on a une estimation, justement, et qu'on a des reformulations qui pourraient être créées à terme par les utilisateurs, justement, quand il sera déployé dans le milieu preneur en production,
Ce qu'on peut simplement faire, c'est comme, avec le travail qui a déjà été fait, créer un corpus, créer un dataset pour à terme générer justement des versions plus simples. Et ça va aussi dépendre des données qu'on peut recevoir, puisque souvent les modèles de langue qu'on a sont de dire ce corpus fait partie du français simplifié, ce corpus fait partie du français complexe, mais on n'a pas forcément deux versions d'un même texte dans les deux. Donc c'est plus facile pour l'instant d'estimer que de générer, mais c'est clairement un objectif à terme, parce que je suis encore entièrement d'accord avec toi, Chloé, que pour l'instant, on est obligé, malheureusement, de mettre la pression sur l'utilisateur. Parfait. Donc, félicitations à l'équipe Mieline pour ce beau travail et pour cette présentation très, très inspirante et intéressante. Merci Donc, à vous. merci. Donc, maintenant, nous allons poursuivre avec l'équipe CHUM Chatbot ou Chabot. Donc, je ne sais pas comment on le nomme, mais c'est ça. Donc, l'équipe CHUM Chatbot, à vous la parole. Donc, il faudra juste mettre le PowerPoint. Ah, je me vois. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, c'est à vous. Bonjour à tous. Le projet Chatbot inclusif pour patients allophones du CHUM. Les professionnels et bénévoles du CHUM ont de la difficulté à communiquer avec les patients allophones concernant l'orientation, les documents légaux, ainsi que les pratiques d'hygiène et de sécurité. Qu'est-ce qu'un patient allophone? Celui-ci ne parle ni français ni anglais. Il a besoin d'aide dans différentes situations au CHUM. Au CHUM, outre le français et l'anglais, plusieurs langues sont utilisées par les patients. Pour vous en donner une idée, en voici quelques-unes. Pour arriver à cibler une problématique précise, plusieurs rencontres d'équipe ont eu lieu à partir de novembre. Nous avons sondé des patients du CHUM, puis les employés du département de l'accueil-admission. Nous avons alors choisi l'urgence puisqu'il est la porte d'entrée des patients au CHUM. Il y a 5 jours, un voyageur d'origine espagnole est arrivé à Montréal pour rendre visite à une amie. Hier, il a glissé dans un parc et s'est fracturé une jambe. Il doit alors se rendre à l'urgence. L'homme ne parle que l'espagnol et un peu d'anglais. Arrivé sur place, il va prendre un numéro et sera vu quelques minutes plus tard au triage. Lorsqu'il est appelé à se présenter à l'inscription, l'homme mentionne qu'il n'est pas assuré. Le personnel devra lui expliquer plusieurs documents légaux. Il est important que l'homme comprenne tout ce que cela peut impliquer. Présentement, le personnel trouve presque toujours une façon d'orienter le patient allophone, peu importe leur lieu d'entrée, que ce soit avec l'anglais, la gestuelle, un outil de traduction ou un employé interprète. Selon le dernier questionnaire auprès du personnel, 100% de ceux-ci trouveraient bénéfique un outil conversationnel fourni par l'employeur. Notre objectif est d'offrir aux patients et patientes du CHUM un service qui répond à leurs besoins d'information, peu importe leurs moyens de communication et leur langue, de façon efficace. La solution que nous avons retenue est un chatbot multilingue qui se nourrit des données du CHUM pour répondre aux questions de nature non médicale des patients et du public. Qu'est-ce qu'un chatbot ou agent conversationnel? C'est une interface interactive pour communiquer avec un agent virtuel en utilisant le langage naturel de façon vocale ou textuelle. L'information est disponible sur demande, n'importe où et n'importe quand, et ce dans plusieurs langues. Le chatbot est un outil complémentaire à d'autres technologies de recherche d'information et de traitement du langage naturel, tels que les engins de recherche et les outils de traduction. Maintenant, nous allons vous faire une présentation d'une vidéo démonstration du premier prototype du CHUMbot. Le scénario que nous avons utilisé est celui du patient qui se rend à l'urgence que Jean-Christophe a présenté plus tôt.
Mais bang, on n'entend pas. Je ne sais pas si le son est... Avez-vous déjà vu l'infirmière au triage? Merci. Oui. Avez-vous déjà vu la réception pour vous inscrire? Non. Quel statut vous correspond le mieux? Veuillez attendre que la secrétaire appelle votre nom pour prendre vos informations. On vous demandera votre adresse, numéro de téléphone au Québec, adresse courriel et nom des deux parents. Tome un número en el kiosco y espere a que la enfermera llame a su número para la clasificación. Adiós. Le prototype du CHUM-Bot sera testé avec les usagers du CHUM avant d'être implémenté durant la prochaine année. En terminant, voici notre équipe qui a participé au projet. Nous avons des membres du CHUM, des étudiantes en informatique à l'Université de Montréal, ainsi que des experts externes. Merci. Bravo pour cette présentation et aussi pour la démonstration de votre chatbot. Félicitations à l'équipe CHUM Chatbot pour la présentation et l'ensemble du travail qui a été effectué dans le cadre de votre innovation. Donc, merci. Maintenant, je vais donner la parole à Ekwe et à Chloé pour commenter ou poser une question à l'équipe. Donc, félicitations. Je pense que c'est mon tour, n'est-ce pas, Chloé? C'est moi qui dois commencer. Mais très époustouflant, vraiment magnifique. On a un chatbot qui est fonctionnel et qui parle espagnol, français, anglais. Donc, vraiment, good job. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, on était encore en mode réflexion et tout. Et dans peu de temps, vous avez développé ce chatbot-là. Donc, j'ai pas de questions. Juste vous dire vraiment félicitations et que moi-même, je suis époustouflé. J'ai émerveillé par ce que vous avez livré en peu de temps. Donc, félicitations, Jean-Christophe, Simon, toute l'équipe. Bang et tout, vraiment good job. Good job. Ouais. Quand j'ai vu les dates, les mois, là, il y en avait qui étaient en mars, mais là, mars, on est en mars, donc j'ai l'impression que vous travaillez dessus encore hier. Avec félicitations, puis c'est sûr que d'avoir un prototype fonctionnel, l'effet wow est vraiment grand. Bravo pour ça. J'étais heureuse de savoir qu'il y avait autant de langues qui étaient parlées au CHUM. Bon, je ne le savais pas. Puis ça, c'est un privilège de parler une des langues que la majorité parle, évidemment, auquel on ne pense pas. D'ailleurs, on ne pense pas que lorsqu'on ne parle ni français ni l'anglais, on se retrouve dans des situations délicates comme celle-là, d'autant plus lorsqu'on parle de notre santé et qu'il y a probablement des enjeux financiers à dire oui ou à dire non à tel ou tel fait. Fait que, bravo d'avoir identifié ce problème-là. Je vais prendre deux questions puisque je vais prendre la question des courriers au passage. La première, elle est peut-être assez rapide à répondre. C'est est-ce que vous auriez une estimation de combien de personnes est-ce que ça représente pour le CHUM qui pourrait accéder à cette technologie-là? Et la deuxième question, elle est un peu liée à ça, c'est dans votre mesure de succès d'impact avec l'application, est-ce que par exemple, en fait, qu'est-ce qu'elle va être, cette mesure de succès? Est-ce que ça va être le nombre de personnes qui vont utiliser ce chatbot-là? Et puis, est-ce que vous savez à peu près, est-ce que vous avez une estimation à quoi ça pourrait ressembler? Merci beaucoup. Je peux répondre, les bangs. En fait, on n'a pas vraiment de chiffre total, là. C'est sûr que le CHUM, c'est majoritairement francophone. Mais il y a quand même une partie, je pourrais dire 5%, mais est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, de gens qui vont arriver pendant les entrées ou à l'urgence parlant une autre langue. Puis dans le fond, le projet du CHUM-Bot, en fait, ce serait vraiment que ce soit utilisé par le personnel de l'accueil-admission qui est à l'inscription à l'urgence pour pouvoir montrer les documents légaux aux patients. En fait, c'est vraiment là qu'on va cibler à la base, là, mais que ça pourrait s'étendre éventuellement.
Maïben, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Oui, je pourrais rajouter au sujet des mesures d'impact. Alors, il y a plusieurs mesures que nous pouvons utiliser. Par exemple, combien de personnes reviennent utiliser le chatbot? Est-ce que les personnes vont demander de l'aide après avoir utilisé le chatbot ou nous pouvons aussi sonder les patients à la fin avec donner une note de 1 sur 10, combien vous avez, combien le chatbot vous a aidé, par exemple. Merci beaucoup. Excellent travail, vraiment. C'est très impressionnant. Félicitations encore. On va passer à la dernière équipe, donc l'équipe CHUM Accès à l'information. Je vous invite à vous installer et à partager votre écran. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Donc, bonjour tout le monde, je me présente Henri Cédric et aujourd'hui avec mon collègue David, on va vous présenter la première version du prototype de l'équipe A du CHUM sur l'accès à l'information pour tous et toutes les patients du CHUM. Donc, pour plus d'inclusion, notre présentation sera bilingue encore une fois. Donc, je vais présenter en français et les diapositives seront en anglais et lorsque les diapositives seront en français, David va présenter en anglais. Donc, notre sujet porte sur l'accès à l'information pour tous les patients de CHUM. Lorsqu'un patient doit subir une opération quelconque ou doit suivre une médication ou tout simplement avoir de l'information par rapport à son état de santé, celui-ci reçoit un document produit par les équipes de santé, donc une infirmière, infirmier ou un docteur, avec toute l'information dont il a besoin. Malheureusement, ces documents ont souvent un niveau de littératie très élevé et contient une quantité de mots techniques et dépendamment de l'origine du patient, de sa langue maternelle ou encore de son niveau d'études, le document peut être très incompréhensible. Moi-même, par exemple, ma langue maternelle, c'est le français et je suis étudiant en maîtrise, mais je suis tombé sur une fiche où c'était écrit « Le patient va être gelé ». Pendant un instant, je me suis dit qu'on allait laisser le patient dehors en plein hiver, mais pourtant, ce n'était pas ça du tout. C'est juste que donc, le patient va subir une anesthésie. Donc, pour remédier à ce problème, le CHUM a créé le centre de littératie afin de déterminer le niveau de littératie des documents et les corriger afin de les rendre plus inclusifs, justement. Donc, cependant, le travail effectué par cette équipe est fait manuellement. dont en moyenne, ça prend à peu près 10 minutes pour déterminer le niveau de littératie. Et donc, afin de remédier à ce problème, nous avons bâti le prototype d'un outil qui va permettre aux agents du centre de littératie ou encore aux rédacteurs de contenu de produire des documents plus inclusifs afin que tous les patients du CHUM puissent avoir accès à l'information et qu'ils puissent comprendre cette information. Donc, je vais passer la parole à David qui va vous présenter la suite. Thank you very much, Henry, and thanks for all the hard work of our team, as well as the multiple discussions with professionals at HEC, and professionals at CHUM, as well as all the activities provided by the Parcours Action Inclusion. We were able to provide a first working prototype that we call Applitératie, with the objective to improve the readability levels of health-related documents, as well as to address the complexity assessment methodologies that are currently being used by the information agents at CHUM, with the vision to provide a tool that is accessible to provide support and feedback to information agents, which are the ones responsible to review and produce all the content, the health-related content that will reach the different audiences at CHUM. Next, please. So the structure of Applitératie works as follows. We begin with a Word document containing all the health-related information that we would like to address. And thanks to the combination of multiple natural language processing techniques, as well as the SMOC, which is a well-defined mathematical equation that assesses complexity of written documents, we were able to present the general complexity or the score of the complete document, identify or highlight the complex word as well as the medical jargon, and provide recommendation for the information agents to review. So basically, continuing with the example that Henry provided at the beginning, we are able with this approach to transform this complex jargon, and in this case like anesthesia, to a more simplified structure in order to provide better recommendations. Next, please. With this, we are able to reduce the time
that is taken by hand from 10 to 14 minutes to 9 to 12 seconds for methodology. Next, please. And thanks to this significant time reduction, we are able to have a positive impact for the hospital to be able to reach more stages in the creation process that is currently just located within 2 stages by the information agents, and be able to reduce the human errors involved in this. So the next stages now will be to focus on how to optimize our current prototype and be able to produce a tangible solution for CHUM, and be also the opportunity to join efforts with great teams like Mia in order to achieve more generalized objectives. So thank you very much for all your attention. Félicitations à l'équipe CHUM Accès à l'information. Bravo pour cette présentation et pour ce travail que vous avez réalisé dans le cadre du parcours. Donc, merci pour tout ça. Donc, maintenant, je donnerai la parole à Chloé et à Ekwe pour votre dernière intervention dans le cadre des présentations des projets. Merci. Je comprends maintenant pourquoi on parlait de sujets connexes, définitivement. J'aime beaucoup le point de départ parce que tout ce qui touche notre santé, évidemment, c'est très personnel, ça devient émotionnel. Puis souvent, dans ces moments où on nous donne des éléments essentiels là, sur voilà, les prochaines étapes, voilà ce qui va se passer, ben, en fait, émotionnellement, on n'est pas vraiment là parce qu'on est en train de processer ce qu'on nous a dit il y a 10 minutes de ça. Moi, j'essaie de prendre des notes pendant qu'on me dit ça, mais ça a l'air de n'importe quoi parce que je retiens rien. Donc, j'aime beaucoup l'approche très humaine, finalement. Le temps sauvé est absolument drastique, incroyable, de 10 minutes à 12 secondes, ancré dans définitivement un besoin, puisqu'on sait que le système de la santé fait face à plein d'enjeux, pénurie de main-d'œuvre, etc. Donc, en fait, je n'ai pas de questions à vous poser, tout était très clair. Je voulais juste vous dire que je vois définitivement comment le besoin est extrêmement bien identifié puis auquel vous répondez. Bravo pour ça. Je prends le relais, oui. Vraiment, bravo aussi. Je vous félicite pour le travail qui est accompli et très content de voir aussi les 5 projets, tous les 5 projets. Je pense qu'il y a quand même un lien entre la Banque nationale qui veut faire naviguer des aveugles dans son bâtiment. Ça peut être au CHUM aussi qu'on veut faire naviguer des aveugles, le lien entre le CHUM et puis la compagnie de François Menet. Donc, super intéressant. Moi, ce que j'aimerais peut-être vous demander, est-ce que à quelles données vous avez donc eu accès pour faire donc votre modèle, et aussi savoir si vous êtes rendu à un niveau où il y a des termes, c'est les termes médicaux souvent, c'est comment est-ce qu'on peut rendre ça simple à quelqu'un qui n'est pas forcément du domaine médical. Est-ce que vous êtes arrivé, il y a un degré quand même, un niveau où on ne peut pas aller jusqu'à rendre ça simplifié parce que c'est comme ça que le terme s'appelle et puis on peut pas le réduire. Est-ce que les données et puis le niveau, jusqu'à quel point on peut réduire en fait la compréhension? Ok, je vais répondre. Par rapport aux données, on a eu accès à plusieurs fiches de santé issues par le CHUM, donc les fiches initiales et puis les fiches finales après la correction. Donc, c'est ce qui nous a permis de avec un score aussi de lisibilité, donc ce qui nous a permis de nous assurer que la solution qu'on propose fait bien le travail qui est demandé. Donc, on arrive à avoir exactement le même score qui est fait par un humain à la main. Et le temps gagné, c'est plus ça l'avantage en sort pour le moment. Et donc, on va essayer plus tard d'améliorer ça pour avoir une meilleure compréhension du niveau de lisibilité actuel et après d'une fiche. Et par rapport au terme médical, c'est sûr qu'il y a certains mots qui ne peuvent pas être traduits, on va dire. Mais je dirais pas la majorité, mais il y a un lexique de termes médicaux qui existe avec leur traduction. Donc, il y a des mots, on va dire, complexes, termes médicaux, et il y a des mots, il y a leur traduction plus
un mot plus commun, une expression plus commune pour tout le monde. Et donc, j'ai vu que Simon a partagé le lien dans le commentaire du lexique où on peut voir la traduction de ces mots-là. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des mots, il faut absolument ce mot-là, mais malheureusement pour ça, il n'y a pas vraiment de solution en ce moment. C'est ce que je pensais, vraiment. Ok, ben, merci Simon pour le lien, je vais aller regarder. Parce que même moi, des fois, il m'arrive de tomber sur des termes médicaux où je bloque pendant une seconde. Donc, ce lexique va beaucoup me servir. Merci beaucoup. Croyez-moi, vous n'êtes pas le seul. Merci à vous. Donc, merci Ekwe et Chloé pour vos commentaires. Bravo à l'équipe du CHUM Accès à l'information. Je tiens à remercier sincèrement Ekwe et Chloé d'avoir offert de ce temps pour prendre part à notre initiative dans le cadre du parcours, de l'exposition du parcours Action Inclusion. Merci pour vos commentaires, merci pour vos questions. Je pense que ça permet de démontrer de la part de personnes externes qu'il y a un intérêt pour ce genre de projet, mais il y a aussi une compréhension à travers les pitchs en 5 minutes d'une solution qui va créer un réel impact dans les organisations, mais aussi dans la société en général. Mais je tiens aussi surtout à féliciter l'ensemble des équipes et mes collègues pour les efforts déployés et qui témoignent de notre engagement collectif envers l'inclusion dans notre société et dans notre écosystème de l'intelligence numérique. Si membres du public, vous souhaitez discuter avec nos équipes, nous allons vous inviter tantôt, dans quelques minutes, à prendre part à une activité de réseautage sur Gatortown pour discuter avec les différentes équipes qui ont proposé les solutions répondant aux défis d'inclusion. Vous savez, par le développement de ces 5 projets, nous avons la conviction que l'innovation est nécessaire, voire essentielle, pour gérer la complexité sans cesse grandissante dans le monde dans lequel nous évoluons, tout en répondant réellement aux besoins de la diversité, tant des femmes, les personnes neuroatypiques, les personnes qui ont différents niveaux de littératie ou les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Donc, je tiens à remercier réellement et sincèrement l'équipe du CHUM, l'équipe IBM, l'équipe de la Banque nationale et l'équipe Nieline, parce que c'est grâce aussi à eux qui ont pris part à l'initiative et au projet Parcours Action Inclusion qu'on a pu célébrer et développer avec l'ensemble des équipes ces initiatives d'innovation. Donc, je tiens vraiment à vous remercier pour ce travail laborieux qui a été fait en seulement 6 mois. Donc, nous sommes dans un parcours inclusif et non compétitif. Vous savez, je vous ai indiqué comme quoi à la phase 4, il y aura l'implantation de ces initiatives au sein des organisations. Mais nous, on veut remercier l'ensemble des équipes. Donc, chaque participant du projet recevra une attestation de participation de Ivado qui reconnaît l'ensemble de leur travail qui a été établi dans le cadre du parcours Action Inclusion. Donc, je vous félicite pour ça et dans les prochains jours, vous allez recevoir une attestation par courriel pour cet événement. Donc, je tiens encore une fois à remercier les équipes, le milieu preneur, mais je veux aussi prendre le temps de remercier Marie-Lou Daudier, la conseillère en équité diversité et inclusion chez Ivado, qui m'a accompagnée tout le long de ce processus, qui m'a soutenue tout le long de ce processus et qui est venue m'accompagner dans chacune des initiatives du projet. Donc, Attends, merci à Dina, la coordonnatrice du parcours Action Inclusion. Moi, je n'ai pas de bas de pyjama, donc je vais me lever pour l'applaudir. Donc, bravo. Bravo à Dina. Sans elle, le projet ne serait pas possible. Dina a fait preuve d'une rigueur exceptionnelle, de bon suivi avec toutes les équipes. Donc, un grand merci à Dina. Merci à tout le monde. Mais Dina, il faut te souligner. Merci beaucoup. Merci Marie-Lou. D'ailleurs, je l'ai vue se lever. Elle est juste devant moi dans le bureau. Tu confirmes, je ne suis pas en bas de pyjama. Non, c'est ça. Donc, merci Marie-Lou pour ton soutien et ta collaboration. J'ai beaucoup appris et évolué grâce à elle aussi dans le cadre du parcours. Je veux aussi remercier, je vais partager mon écran parce que c'est important, je vais remercier notre subventionnaire, donc le gouvernement du Québec, notamment le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour son soutien financier au parcours Action Inclusion. Donc, c'était un message important à donner parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a pu développer ce projet. Mais avant tout, je veux vous inviter à poursuivre jusqu'à 17h, pour ceux et celles qui le peuvent, de rejoindre un Gatortown que nous avons créé pour festoyer avec l'ensemble des équipes ici présentes et le public, si vous souhaitez poser des questions. Donc, je vais partager rapidement. Est-ce que vous voyez mon écran, le Gatortown? Oui, parfait. Donc, je vais vous partager un lien
à l'instant. Donc, ce ne sera pas long. Et je vous inviterai à prendre part via ce lien pour l'espace de réseautage. Oui, mais avant tout, avant même de parler de ça, je vais prendre le moment juste de donner la parole vite fait à Alexandre Guertin-Pasquier parce qu'il veut vous inviter à une initiative intéressante qui aura lieu la semaine prochaine, soit le mardi 29 mars. Puis ensuite de ça, je vous explique le Gatortown puis l'aspect réseautage de notre exposition festive. À toi la parole. Oui, merci beaucoup, Dina. Bravo, Dina. Bravo, Marilou. Merci beaucoup à Chloé et Koué et à tous les participants de cet événement-là. Vraiment, c'est très, très enrichissant comme expérience en tant que spectateur, mais on espère aussi que ça se traduise en projet concret qui va vraiment répondre aux besoins des utilisateurs. Vraiment, bravo. Je me présente donc Alexandre Guertin-Pasquier, je suis le responsable du développement et du rayonnement de la relève chez Ivado, donc responsable entre autres du développement via des ateliers de formation transversale par exemple, mais aussi du rayonnement, donc via certaines activités dont celle que je vais vous présenter aujourd'hui et développement de la communauté étudiante chez Ivado. Donc ça prend plusieurs formes, dont l'événement du 29 mars prochain que je voulais vous présenter tout particulièrement, qui est un défi un peu similaire à celui d'aujourd'hui, à savoir donc mon projet de recherche Ivado en 180 secondes, donc des présentations de projets de façon vulgarisée en 180 secondes. La beauté de la chose, c'est que l'événement sera en présentiel mardi prochain à partir de 4h30 avec des petites bouchées et puis toutes sortes d'animations autour. Donc, c'est une belle occasion de connaître les projets de recherche de l'écosystème Ivado dans tous les domaines, donc voir les applications potentielles de l'intelligence artificielle, la science des données, mais aussi ça se veut un événement de réseautage. Donc, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui vous êtes parlé beaucoup sur Zoom, sur Internet et tout ça, mais qui se sont jamais rencontrés finalement en présentiel. Donc, ça serait une belle occasion aussi de réseauter ensemble pour connaître justement les développements de vos projets et puis continuer ce qui s'en vient avec Gatortown. Donc, je vais vous mettre dans le chat directement le lien d'inscription vers l'événement avec la description du programme de l'événement, donc du 29, donc le mardi prochain. Je vous invite à vous inscrire sur Eventbrite là, pour gérer la logistique de l'événement. Et aussi, je vous ai mis les liens vers deux de nos activités au mois d'avril qui touchent un peu aussi les liens d'équité, diversité, inclusion, dont un panel sur les parcours atypiques, la multidisciplinarité en intelligence artificielle le 4 avril et un panel sur la force de l'intelligence artificielle pour la lutte sur les changements climatiques. Donc, avec le lien sur notre page pour tous les services aux étudiants auxquels vous avez droit en tant qu'étudiant de la communauté Ivado, si c'est votre cas. Donc, au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir, en fait, le 29 mars, si c'est une activité qui vous intéresse. Et puis, encore félicitations à tout le monde aujourd'hui. Je pense que c'est un événement qui était super enrichissant et vraiment de très, très haut niveau. Donc, félicitations encore. Et oui, je me lève également pour féliciter Dina. Moi non plus, je n'ai pas de pantalon de pyjama, donc je peux le faire. Donc, félicitations Dina. Et puis, à bientôt pour la suite et au plaisir de vous voir peut-être la semaine prochaine. Merci. Merci Alexandre. Et moi, je vais me lever pour toutes les équipes qui ont développé le projet. Donc, ça va peut-être un running gag, mais on va se lever pour vous féliciter. Donc, bravo à tous et à toutes. Donc, bravo à l'équipe BNC, bravo à l'équipe IBM, l'équipe Mieline, l'équipe CHUM pour les deux projets aussi. Puis, je veux aussi remercier encore une fois le ministère de l'Économie et de l'Innovation sociale pour nous avoir permis de réaliser ce projet. Je remercie aussi les partenaires qui nous ont offert des services dans le cadre des activités d'innovation telles que Bourrasque Innovation, la Fabrique A et Credo Impact pour nous avoir offert une possibilité d'avoir des activités de design thinking de haute mesure puis qui ont permis de créer de la connaissance et partager de la connaissance. Donc, maintenant, c'est le temps de vous inviter à l'activité de réseautage qui aura lieu jusqu'à 17h. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est suggéré si vous voulez prendre connaissance des membres des équipes, mais aussi vous poser des questions aux équipes. Donc, je vais mettre sur le chat le lien, mais je vais aussi expliquer à ceux et celles qui n'ont pas l'habitude d'aller sur cette application-ci un peu comment ça fonctionne. Donc, vous voyez mon écran. J'ai développé 5 kiosques par rapport aux 5 équipes avec les noms de chacun des projets. Donc, par exemple, ici, vous allez voir l'équipe CHUM Chatbot dans la grande salle.
vous aurez dans le coin droit l'équipe IBM et vous aurez dans les 3 autres coins à gauche l'équipe CHUM Accès à l'information, l'équipe Méline et l'équipe Banque nationale. Oups, c'est mon téléphone. Donc, il y aura 5 kiosques. Vous allez devoir accéder au lien que je vous ai soumis. Pour ceux et celles qui, c'est la première fois qu'ils accèdent à cette application, ça se peut que vous vous retrouvez dans une plage. Je vous invite à aller sur le bouton à gauche, en haut à gauche, qui vous permet d'accéder par la suite à votre petit personnage. Et vous savez, vous avez la possibilité de décider comment vous voulez vous habiller dans le cadre de cette exposition festive virtuelle. Donc, moi, par exemple, j'ai décidé de m'attacher les cheveux et mettre une robe rose à l'occasion pour festoyer avec vous virtuellement. Et ensuite de